وين هي الدولة اللبنانية ترد؟ وين هي؟ Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. En Iran, les modérés et les réformateurs laissent éclater leur joie dans les rues de Téhéran après la victoire de Hassan Rouhani dès le premier tour avec 50,68% des suffrages. La victoire de Rouhani saluée par la communauté internationale qui se dit prête à travailler avec Rouhani. Ban Ki-moon appelle le nouveau président iranien à jouer un rôle constructif dans les affaires régionales et internationales. Pour Bshara Raï, seuls l'armée et les services de sécurité étaient habilités à protéger le Liban. Le patriarche maronite s'exprimait à l'occasion de la messe d'inauguration de la basilique de Harissa. Et à suivre également dans ce journal, Damas accuse ce dimanche le Caire d'actes irresponsables au lendemain de l'annonce par le président égyptien Mohamed Morsi d'une rupture définitive des relations avec le régime syrien. En Iran, les modérés et les réformateurs ont laissé éclater leur joie samedi soir dans les rues de Téhéran. La victoire de Hassan Rouhani a pour eux comme un parfum de revanche, 4 ans après s'être vu voler celle de leur candidat Hossein Mousavi, qui avait dû céder sa place à Mahmoud Ahmadinejad. Des millions de partisans de Rouhani se sont dirigés vers son QG de campagne avant même l'annonce des résultats définitifs. Hassan Rouhani a remporté le scrutin présidentiel dès le premier tour avec 50,68% des suffrages, soit 3 fois plus de voix que le maire de Téhéran, arrivé en seconde position. Ce religieux de 64 ans est soutenu par les ex-présidents Khatami et Rafsanjani. Dans un message lu à la télévision d'État, le nouveau président a salué la victoire de la modération sur l'extrémisme, mais a insisté pour que la communauté internationale reconnaisse les droits de l'Iran en matière nucléaire. Rouhani succède au conservateur Mahmoud Ahmadinejad, dont la présidence de 8 années a notamment été marquée par un isolement accru de l'Iran sur la scène internationale. La victoire de Hassan Rouhani a été saluée par l'ensemble de la communauté internationale. Les États-Unis ont annoncé qu'ils étaient prêts à collaborer directement avec Téhéran sur la question du programme nucléaire. Londres a pour sa part appelé Rouhani à mettre l'Iran sur un nouveau chemin, tandis que la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, s'est dit déterminée à travailler avec les nouveaux dirigeants iraniens en vue d'une solution diplomatique rapide à la question nucléaire. Israël a de son côté minimisé le rôle du président iranien, soulignant que c'était le guide suprême qui décidait de la politique nucléaire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pour sa part chaleureusement félicité le nouveau président et indiqué qu'il continuera d'encourager l'Iran à jouer un rôle constructif dans les affaires régionales et internationales. L'opposition syrienne, elle, donc, a appelé Rouhani à revoir la position de son pays, fidèle allié du régime de Bachar el-Assad. Le président russe Vladimir Poutine a indiqué qu'il était confiant que le nouveau président œuvrait à la prospérité de l'Iran. Un ami de la Russie, selon les mots du chef du Kremlin, qui s'est dit en faveur du resserrement des liens entre les deux pays. La Grande-Bretagne a appelé Hassan Rouhani à mettre l'Iran sur un nouveau chemin, notamment en s'attelant aux inquiétudes de la communauté internationale sur son programme nucléaire et en améliorant la situation politique et des droits de l'homme. Pour la France, les attentes de la communauté internationale à l'égard de l'Iran sont fortes, notamment sur son programme nucléaire et son engagement en Syrie. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a salué un vote en Iran pour des réformes et une politique étrangère constructive. Pour Tokyo, l'Iran doit faire des progrès concrets en vue d'une résolution pacifique de la question nucléaire grâce à un dialogue sérieux avec la communauté internationale. Et puis sachez que plusieurs monarchies arabes du Golfe ont adressé leurs félicitations au nouveau président iranien. Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, s'est dit prêt à œuvrer avec Rouhani dans l'intérêt de la région et des peuples émiratis et iraniens. Les dirigeants du Qatar, de Bahreïn et du Koweït ont également adressé leurs félicitations à Hassan Rouhani. Les monarchies du Golfe entretiennent des rapports extrêmement méfiants avec l'Iran. Ils l'accusent de s'ingérer dans leurs affaires intérieures, notamment en soutenant l'opposition chiite à Bahreïn. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a adressé ce dimanche un message de félicitations au nouveau président iranien et je cite, le Hezbollah et tous les moudjahidines de ce pays vous félicitent pour avoir gagné la confiance de votre peuple. Votre victoire répond aux attentes du peuple iranien. Fin de citation. La presse iranienne était unanime ce dimanche 16 juin pour saluer la victoire d'Hassan Rouhani à la présidence dès le premier tour. Le soleil de la modération s'est levé, annonce ainsi lyrique le quotidien Arman.
Etermad, journal réformateur, évoque le salut de l'Iran au cher de l'espoir sur une photo du président souriant et faisant le V de la victoire. Pour Charag, l'élection de Rouhani signifie aussi le retour de l'espoir et la victoire des réformateurs et des modérés qui ont uni leurs forces face aux conservateurs divisés. Les quotidiens reviennent aussi sur la décision cruciale du second candidat réformateur à la présidentielle, Mohammad Reza Aref, qui s'est désisté en faveur de Rouhani quelques jours avant le scrutin. Les quotidiens conservateurs, eux, préfèrent insister sur la victoire du peuple iranien, reprenant le message du cri suprême Ali Khamenei, alors que le taux de participation a atteint officiellement 72,7%. Le patriarche maronite, le cardinal Chararaï, a affirmé ce dimanche que seule l'armée et les services de sécurité étaient habilités à protéger le Liban dans son homélie dominicale à l'occasion de la messe d'inauguration de la basilique de Harissa. Le prélat a accusé les coalitions du 8 et du 14 mars d'avoir détruit la neutralité du Liban, empêché la tenue d'élections et paralysé la formation d'un nouveau gouvernement. Le chef de l'église maronite a aussi accusé les deux camps d'avoir détruit les institutions étatiques et juridiques et terni l'image du Liban. Raï a par ailleurs dénoncé l'implication du 8 et du 14 mars dans la guerre en Syrie avant de réitérer son plein soutien aux efforts du président Slimane en vue du maintien de la sécurité et de la stabilité du Liban. Et le président Slimane a dénoncé hier soir la campagne qui vise à l'isoler. Il s'exprimait à Byblos à l'occasion du lancement de la première phase du projet touristique Horizon. Dans son discours, le chef de l'État a assuré que personne ne parviendra à l'écarter de la scène politique. Il s'est dit déterminé à œuvrer en faveur de l'intérêt national et à protéger la souveraineté du Liban. Slimane a toutefois admis qu'il n'a pas pu accomplir tous les projets de réforme et de développement qu'il souhaitait réaliser. Le président a enfin redit son refus de la prorogation du mandat du Parlement et qualifié d'inacceptable la campagne qui a précédé le vote sur l'extension du mandat de la Chambre. Tripoli, au nord du Liban, accueille plus de 42 000 réfugiés syriens. Le conflit en Syrie a exacerbé les violences déjà existantes entre communautés sunnites et alaouites. La plupart des Syriens qui vivent à Tripoli ont besoin d'assistance et de soins liés aux mauvaises conditions de vie et aux violences qu'ils ont subies. Pour leur venir en aide, ainsi qu'aux Libanais victimes du conflit local, Médecins sans frontières soutient depuis un an l'hôpital gouvernemental de Tripoli. La plupart des Syriens qui vivent à Tripoli ont besoin d'assistance et de soins liés aux mauvaises conditions de vie et aux violences qu'ils ont subies. Pour leur venir en aide, ainsi qu'aux Libanais victimes du conflit local, MSF soutient depuis un an l'hôpital gouvernemental de Tripoli. Les besoins sont énormes. Lorsqu'il y a des conflits, on couvre ici 40% de tous les blessés de la ville. La majorité des blessés syriens ont fait passage par cet hôpital pour de la chirurgie. On a vu une inversion des patients qui arrivent. C'est plutôt des réfugiés qui consultent pour des urgences vitales que des blessés. C'est plus des urgences médicales et chirurgicales, pédiatriques, gynéco-obstétricales. Des équipes interviennent aussi directement dans 2 cliniques situées dans les quartiers défavorisés de la ville. Les communautés sunnites et alaouites s'affrontent régulièrement ici et l'accès aux soins est limité. MSF y fournit des consultations de santé primaire et approvisionne les structures en matériel et médicaments. La pression du conflit local vient s'ajouter au déracinement et au traumatisme liés à la guerre syrienne. Pour les réfugiés comme pour les Libanais, le besoin en santé mentale se fait ressentir et se traduit par une augmentation des consultations psychologiques et psychiatriques. Le régime du président Bachar el-Assad a accusé ce dimanche le Caire d'actes irresponsables, et ce, au lendemain de l'annonce par le président égyptien Mohamed Morsi d'une rupture définitive des relations avec Damas, de la fermeture de l'ambassade syrienne en Égypte et du rappel du chargé d'affaires égyptien à Damas. La Syrie accuse le président Morsi de s'être allié à la clique des comploteurs menés par les États-Unis et Israël contre la Syrie. La décision du président Morsi ne reflète pas la volonté du peuple égyptien qui est uni au peuple syrien par des relations solides, toujours selon le régime Assad. Les dirigeants britanniques David Cameron et russes Vladimir Poutine s'entretiennent ce dimanche à Londres de la Syrie. Une rencontre qui intervient à la veille d'un sommet du G8 en Irlande du Nord sur fond de profondes divergences entre Moscou et ses partenaires occidentaux, notamment sur l'assistance militaire à la rébellion syrienne. En amont du meeting de Downing Street, le Premier ministre britannique a jugé essentiel d'aider les rebelles syriens modérés avant que les extrémistes liés à Al-Qaïda ne prennent le contrôle de l'insurrection.
Plus de 2 ans après le début du conflit syrien, les États-Unis voient s'éloigner la possibilité d'une sortie de crise par la voie politique. John Kerry a pour la première fois prévenu qu'une éventuelle solution politique au conflit en Syrie risquait d'être compromise par l'utilisation avérée d'armes chimiques par le régime de Damas. Le secrétaire d'État américain a réaffirmé que les États-Unis continuaient d'œuvrer inlassablement à une solution politique avec l'objectif d'organiser une deuxième réunion à Genève. Selon Kerry, l'implication croissante du Hezbollah démontre aussi le manque d'engagement du régime syrien pour des négociations et menace de rendre hors d'atteinte tout règlement politique. Et sur le terrain en Syrie ce dimanche, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de bombardements à Damas, les secteurs visés des poches rebelles dans le camp palestinien de Yarmouk, dans les quartiers de Kadam, Hajar Aswad et Assali, ainsi que Barzeh au nord-est de la capitale. Et puis sachez que des combattants extrémistes se réclamant d'un groupe lié à Al-Qaïda ont détruit un lieu de culte chiite dans la province syrienne de Derzor. L'attaque a eu lieu vendredi dans le village à majorité sunnite de Halta, où les insurgés avaient tué mardi une 60aine de villageois chiites pro-régime après une attaque contre un poste de la rébellion. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Belfast sous haute sécurité à la veille de l'ouverture du G8. Retour sur le plateau de l'info, je vous le disais, Belfast sous haute tension sécuritaire à la veille de l'ouverture du G8. Comme à chaque année et à chaque sommet, de nombreux manifestants sont attendus dans la capitale nord-irlandaise ainsi qu'à Londres. Les dirigeants des 8 pays les plus industrialisés se retrouveront, eux, loin de là, à plus de 100 km de Belfast, dans un complexe hôtelier. Avant même l'ouverture du sommet, les anti-G8 ont commencé à donner de la voix après un défilé à Londres. En début de semaine, ils étaient 1 millier ce samedi à Belfast, dénonçant notamment les politiques d'austérité. Une série d'explosions de voitures piégées a fait au moins 20 morts en Irak. Les attaques qui ont visé la communauté chiite ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment Kout, Azizia ou encore Nasiriyah et Bassora. Aucun groupe n'a revendiqué dans l'immédiat ces attentats, mais des insurgés sunnites affiliés à Al-Qaïda prennent régulièrement pour cible les chiites majoritaires dans le pays. Lundi dernier, une précédente vague d'attentats a fait plus de 70 morts à travers le pays. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, après une nuit de violence à Istanbul, la tension est de nouveau à son comble. L'évacuation du parc Gezi a été particulièrement musclée. Plusieurs dizaines de protestataires ont été blessés, d'autres interpellés ce matin. Ils étaient nombreux dans les rues pour conspuer le gouvernement Erdogan. Recep Tayyip Erdogan qui doit donc tenir aujourd'hui une nouvelle réunion publique avec des dizaines de milliers de manifestants à Istanbul. Plus de peur que de mal pour les habitants de Mexico. Ils ont ressenti dans la nuit de samedi à dimanche un séisme de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter, provoquant des scènes de panique dans la capitale du Mexique. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Certains quartiers ont toutefois subi des coupures d'électricité. Incendie spectaculaire au cœur de Madrid. Le théâtre Alcazar a été la proie des flammes en milieu de matinée pour une raison encore indéterminée. Des enfants assistaient à une représentation lorsque le sinistre s'est déclaré. Tous ont été évacués. Il a fallu 3 heures aux pompiers pour venir à bout des flammes. La Corée du Nord, de nouveau prête au dialogue par la voix d'un porte-parole de la Commission de la Défense nationale. Le régime de Pyongyang propose aux États-Unis de débuter des négociations à haut niveau pour apaiser les tensions dans la péninsule. Cette annonce intervient après l'annulation à la dernière minute de pourparlers entre le Sud et le Nord qui devaient se tenir à Séoul mercredi dernier après plusieurs mois de très fortes tensions causées notamment par un 3e essai nucléaire nord-coréen début février. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. En Iran, les modérés et les réformateurs laissent éclater leur joie dans les rues de Téhéran après la victoire de Hassan Rouhani dès le premier tour avec 50,68% des sondages. La victoire de Rouhani saluée par la communauté internationale qui se dit prête à travailler avec Rouhani. Ban Ki-moon appelle le nouveau président iranien à jouer un rôle constructif dans les affaires régionales et internationales. Pour Shaharari, seule l'armée et les services de sécurité étaient habilités à protéger le Liban. Le patriarche maronite s'exprimait à l'occasion de la messe d'inauguration de la basilique de Harissa. Et Damas accuse ce dimanche le Caire d'actes irresponsables au lendemain de l'annonce par le président égyptien Mohamed Morsi d'une rupture définitive des relations avec le régime Assad.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous. وين هي الدولة اللبنانية تراد وين